Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel Facebook Live. Cette fois, ce sera sur le thème de la fratrie et plus précisément sur le sentiment de jalousie. Comment gérer ce sentiment, enfin plutôt comment accueillir ce sentiment, comment le comprendre et puis comment y faire face. Donc bonjour à tous, je suis Ségolène Hart, psychologue pour l'association L'Accolade, située à Morinvilliers, et je propose des Facebook Live une fois par mois. Si vous êtes déjà connecté, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires de la vidéo, ce qui me permet de savoir que les commentaires fonctionnent bien et que la vidéo fonctionne bien. Ça me rassure toujours. Vous pouvez évidemment participer à ce Facebook Live si vous le regardez en direct en faisant vos commentaires dans le fil d'actualité, dans les commentaires de la vidéo, donc sous la vidéo. Vous écrivez vos commentaires. Moi, je les lirai au fur et à mesure et je répondrai avec grand plaisir à chacune de vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions, en particulier si vous n'êtes pas d'accord ou dérangé par ce que je vous dis. Ça me permettra de réajuster ce que je dis, de réexpliquer ou d'accueillir votre point de vue à vous s'il est différent du mien. Voilà, si vous voyez que je ne réponds pas à l'un de vos commentaires, n'hésitez pas à le poster une deuxième fois. Il arrive que Internet bug et que je ne vois pas les commentaires. Je les découvre après, une fois que la vidéo est terminée, et c'est dommage. Si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez inviter vos amis en les taguant dans les commentaires de la vidéo. Ça permettra qu'ils nous rejoignent au cours de ce Facebook Live et qu'ils puissent eux aussi en profiter. Et si vous regardez ce Facebook Live en différé, n'hésitez pas à le partager en partageant la vidéo. Ça permet de continuer à donner l'information, à diffuser l'information auprès de tout un chacun. Bonjour Marie-Julien, je vois que les commentaires fonctionnent et que les fidèles sont là à ces Facebook Live. Eh bien, nous allons pouvoir démarrer maintenant qu'il y a quelques personnes. Je vérifie toujours s'il y a des commentaires que je ne vois pas. Donc sur ce thème de comment accueillir, accompagner et tout d'abord comprendre la jalousie au sein de la fratrie, jalousie qui peut se transformer en comportement de rivalité, comment gérer cela dans la fratrie. Donc cette conférence se déroulera en deux temps. Tout d'abord, nous parlerons de ce qu'est la jalousie, de ce qu'elle représente en termes d'émotions, de santé ou de sentiments. Donc comment la comprendre. Je vous proposerai pour ça quelques exercices de prise de conscience pour que vous essayiez de ressentir à l'intérieur de vous ce que ça fait d'être jaloux et ce que les réponses parentales peuvent apporter ou pas par rapport à ce sentiment. Je préfère toujours les exercices de prise de conscience. Je trouve que c'est plus facilitant et plus clair que des grands blablas, des grands discours philosophiques. Donc, ça sera la première partie de la conférence. Je ferai un petit entracte avec les news de l'association L'Accolade. Et dans la deuxième partie, je vous proposerai des outils sur comment accompagner ce sentiment de jalousie et comment gérer la rivalité au sein de la fratrie. Bonsoir Anna. Bienvenue. Alors, tout d'abord, comment comprendre ce sentiment? Alors, je vais déjà reposer les bases du terme de sentiment ou émotion. On peut mettre une différence entre ces deux termes. Moi, je ne vais pas m'embêter avec la différence entre ces deux termes parce que ne m'intéresse pas particulièrement pour la conférence de ce soir. Donc, je vais employer alternativement ces deux mots de manière complètement aléatoire. La jalousie, qu'est-ce que c'est? Et bien la jalousie, en fait, c'est juste un immense cri d'amour. La jalousie, c'est dire, quand on a un frère ou une sœur, dire à son parent, mais est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce qu'il y a toujours une place pour moi dans ton cœur? Et est-ce que, quoi qu'il arrive, tu m'aimeras toujours autant? C'est vrai que la jalousie est souvent un sentiment mal aimé dans nos familles traditionnelles où les comportements liés à la jalousie sont des comportements tellement difficiles à gérer et souvent extrêmement inadaptés que du coup ça met à mal ce sentiment où on a l'impression que c'est un sentiment où c'est mal, c'est mal d'être jaloux, c'est pas bien d'être jaloux, il ne faudrait pas être jaloux. Et donc on a tendance à vouloir dire à notre enfant, mais arrête d'être jaloux, ça sert à rien, arrête ça. Or
La jalousie, c'est une émotion, un sentiment. Et comme 100% des émotions, des sentiments, on aura beau vouloir mettre le couvercle dessus, vouloir les nier et ne pas les entendre, ça ne sert à rien. Une émotion, elle se vit dans le corps. C'est quelque chose qui vient à nous, qui vient de l'intérieur de nous. Et donc, si on nous demande de mettre le couvercle sur la jalousie, c'est juste qu'en fait, on va venir nier quelque chose qui est à l'intérieur de nous et se mettre en désaccord entre ce qu'on ressent et ce qu'on entend de ce qu'on devrait faire. J'en profite donc pour souhaiter la bienvenue à Émilie et à Chabine. Bonsoir et bienvenue. Donc voilà, sortir de cette idée que la jalousie est mal et, et, euh, et ne devrait pas faire partie de la vie, parce que en comprenant que elle est là, quoi qu'il arrive, elle est là. Enfin, quoi qu'il arrive. Pour cet enfant-là, à ce moment-là, elle est là. Et en revanche, on va bien faire la différence entre l'émotion qui est là et qu'on va donc pouvoir accueillir et accompagner, et le comportement qui en résulte. Et ce comportement-là, là effectivement, on va pouvoir éduquer ce comportement, accompagner ce comportement et proposer des comportements plus adaptés pour pouvoir exprimer cette jalousie. On y reviendra en deuxième partie de conférence. J'ai tout de suite envie de vous faire ce petit exercice de prise de conscience. Prise de conscience par rapport à ce qui peut se passer pour des aînés quand un petit frère ou une petite sœur arrive. C'est vrai que nous, notre position de parents peut être très différente de celle de l'enfant, dans le sens où, en particulier, quand on a désiré cet enfant qui arrive, alors il arrive que cet enfant soit un paquet cadeau et que cette naissance ne soit pas désirée, mais quand ça n'est pas le cas, quand c'est une naissance désirée, on a tellement eu envie, on a tellement porté cette naissance que on voit surtout le côté formidable de cette naissance, de cet heureux événement, comme on a tendance à l'appeler, et on a tendance à oublier comme ça peut être difficile pour l'enfant. Et donc, pour cette petite exercice de prise de conscience, je vais le rapporter plutôt à notre vie d'adulte. Imaginons que vous soyez au travail et que vous soyez en binôme avec votre collègue qu'on va appeler Germaine. Et Germaine, donc vous avez un dossier en commun à travailler, vous avez chacun une partie de ce dossier à prendre en charge. Et Germaine, en plus de travailler avec vous, c'est une charmante personne avec qui vous entendez très bien, hein, mais qui est une femme absolument magnifique, vraiment somptueuse, et c'est reconnu dans le service que c'est une femme très belle. Bref, toujours est-il que ce jour-là, vous déjeunez avec votre N+1, et votre N+1 a reçu la partie du dossier de votre collègue, et alors, il n'arrête pas. Tu sais, Germaine, ce qu'elle a fait, c'est formidable, sa partie de dossier extraordinaire, mais quel travail incroyable. Et puis, Germaine, on voit dans le travail, c'est vraiment une fonceuse, c'est quelqu'un qui en veut, qui a la niaque, elle ira loin, elle fera carrière, c'est sûr. Et votre N+1 n'est pas préoccupé par l'idée de vous en mettre à vous plein la tronche, pas du tout. C'est vraiment l'idée de vous dire tout le bien qu'il entend de votre collègue. Et vous, quand vous entendez tout ce bien de votre collègue, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous ressentez en termes d'émotion? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même dans cette situation? Qu'est-ce que vous pensez de votre collègue? Qu'est-ce que vous pensez de votre patron? Et qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Voilà, je vous laisse juste quelques instants pour venir à la rencontre de ce que ça peut vous faire quand votre collègue a votre N+1 a une attitude aussi positive sur votre collègue, son intention étant vraiment bienveillante vis-à-vis de votre collègue. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, vous ressentez de la jalousie, de l'envie, de la pression par rapport au travail que vous-même vous avez à fournir. Peut-être que ça vous décourage par rapport au travail qui vous reste à accomplir. Peut-être qu'à l'inverse, ça vous donne la niaque parce que vous avez vraiment envie de prouver à votre patron que vous aussi, vous allez faire aussi bien que Germaine. Bonsoir Séverine. Je vous invite, voilà, ça pour le remettre en situation par rapport à l'arrivée du bébé. Le discours qu'il y a autour du bébé est souvent très 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 flatteur. Et il a de beaux yeux, il ressemble à son papa, on est si heureux pour lui. Et tous les regards sont tournés vers ce bébé. Et voilà, c'est une partie que l'enfant peut vivre à ce moment-là, c'est d'entendre tout ce discours extrêmement positif à l'égard du bébé, et puis se dire à l'intérieur de lui, et moi alors? Est-ce que moi je vais continuer à être à la hauteur? Est-ce que moi je vais toujours être, est-ce que moi potentiellement je vais quand même être appréciable, aimable aux yeux de mes parents?
Alors évidemment, je vous invite pas du tout à changer de discours vis-à-vis du bébé, mais plutôt à vous axer sur cet enfant, sur ce grand et sur sa position à lui et son besoin d'amour à lui. Voilà pour ce petit exercice de prise de conscience. J'aime beaucoup l'image qu'Isabelle Filosa propose. Alors, elle le tient elle-même d'un autre auteur dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais vous le retrouverez en écoutant les conférences ou en lisant les ouvrages d'Isabelle Filosa. Elle propose la comparaison du porte-avions. Comme si nous étions chacun un porte-avions et que chacun de nos enfants était l'avion, au début bien arrimé sur son porte-avions et puis qui petit à petit prend son envol pour un jour s'envoler pour de bon et revenir à bon port de temps en temps. Voilà, cette idée que l'enfant, quand il naît, il est complètement dépendant de son porte-avions, il est complètement accroché à son porte-avions et que c'est lui-même qui va aller s'autonomiser au fur et à mesure en allant explorer de plus en plus loin de son porte-avions. Et quand cet enfant grandit et qu'il explore de plus en plus loin, il vient toujours se rassurer auprès de son porte-avions. Son porte-avions, c'est vraiment sa base, sa sécurité, son refuge et il a continuellement besoin de venir se rassurer. Et quand sur ce porte-avions vient se poser un deuxième, un troisième, un quatrième, un xème avion, il a besoin de s'assurer que c'est pas juste qu'on va devoir faire de la place pour ce bébé, c'est que le porte-avions a grandi, qu'il y a plus de place sur ce porte-avions et qu'il y a toujours sa place à lui, qu'elle est toujours intacte, qu'elle est toujours là. Alors, objectivement, dans la vie d'un parent, le temps n'est pas extensible et le temps de présence nécessaire pour accueillir un nouveau-né est extrêmement long. Donc, matériellement, dans la journée, effectivement, l'enfant ou les aînés vont avoir matériellement moins de temps puisqu'il va y avoir du temps consacré au nouveau-né. Ce qui est important en revanche, c'est que l'amour, lui, soit décuplé pour pouvoir en donner à chacun et rassurer par rapport à ce grand cri d'amour exprimé par la jalousie. Il m'était venu une autre image, oui, je voulais vous proposer un exercice que Jane Nelson propose. Vous pouvez le trouver sur Internet. Elle en parle dans une conférence qui n'est pas traduite, qui est en anglais. Elle propose de montrer à ses enfants plusieurs bougies. 2 bougies qui représentent les parents et puis autant de bougies que vous avez d'enfants. Et vous allumez votre propre bougie et vous dites à votre enfant, voilà, cette lumière qui éclaire cette bougie, c'est comme si c'était tout l'amour que j'ai à l'intérieur de moi. Et quand j'ai rencontré, mettons pour moi, si c'était moi qui parlais, quand j'ai rencontré ton papa, j'ai donné tout mon amour à ton papa. Et avec votre bougie, vous allumez la bougie du papa et vous montrez par là que quand j'ai donné tout mon amour à ton papa, j'ai gardé aussi plein d'amour à l'intérieur de moi. Et puis quand tu es arrivé, je t'ai donné tout mon amour. Et vous allumez la première bougie représentant le premier enfant. Et je t'ai offert tout mon amour. Et je t'ai aimé de tout mon cœur. Et vous continuez ainsi de suite avec chacun de vos enfants. En répétant cette phrase inlassablement, du fait que chacun vous la met avec tout votre amour et tout votre cœur. Voilà, pour expliquer que cet amour, il grandit au fur et à mesure qu'on a des personnes à aimer et qu'il n'y a pas besoin de le partager comme si c'était un gâteau qu'on a besoin de partager et que plus on est nombreux, moins la part du gâteau est grande. Alors, je vois qu'il y a un commentaire, c'est juste un bonsoir Morgane. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire par rapport à la jalousie et tout ce qui peut engendrer la rivalité. Dans la deuxième partie de la conférence, je vous parlerai des outils que l'on peut mettre en place pour pouvoir gérer ces comportements issus de ce sentiment de jalousie. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas d'ores et déjà à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, s'il n'y en a pas tout de suite, je vais vous faire la petite entracte spéciale news de l'Accolade. Alors, l'Accolade, c'est une association qui est située à Morinvilliers, dans les Yvelines, autour de Poissy, Saint-Germain-en-Laye, les Mureaux. Et je propose des conférences, des Facebook Live, des consultations en guidance parentale, des ateliers Faber et Maslich pour les parents et les professionnels de l'enfance, et des ateliers que j'ai appelés moi et les autres pour les enfants de maternelle et primaire. Ce sont des ateliers parents-enfants où je propose pareil des outils que l'enfant peut donc apprendre à manipuler pendant l'atelier et que le parent et l'enfant pourront prolonger pendant le quotidien, dans le quotidien. Alors, le prochain atelier moi et les autres aura lieu le dimanche 26 mai après-midi, c'est le jour de la fête des mères, sur le thème des émotions.
nous parlerons des 4 émotions de base, la colère, la peur, la joie et la tristesse. Et nous irons explorer ce que sont ces émotions, à quoi elles servent et comment on peut répondre à ces 4 émotions. Donc pour les enfants de maternelle et de primaire, le 9 juin, il y aura un autre atelier moi et les autres, cette fois spécifiquement sur l'émotion de la peur. Nous irons jouer avec l'émotion de peur, déjà comprendre à quoi elle sert et puis jouer avec la peur. Le 12 juin, c'est un mercredi si je ne me trompe pas, à 20h30, il y aura un atelier de révision des ateliers Faber et Maslich. Donc pour tous ceux qui se sont formés aux outils de communication Faber et Maslich, que ce soit avec moi ou ailleurs, peu importe, je propose des ateliers de révision où nous revoyons ensemble les habiletés proposées dans les outils parlés pour que les enfants écoutent et nous les mettons nous les pratiquons ensemble avec des cas pratiques que vous amenez vous-même. Et enfin, le 20 juin à 21h, il y aura à nouveau un Facebook Live. Cette fois, ce sera sur le thème de l'alimentation. Alors, je ne parlerai pas du tout du point de vue nutritionnel, je ne parlerai pas du tout d'équilibre alimentaire, de santé au niveau de l'alimentation, ce n'est pas du tout mon registre. Moi, je suis psychologue et donc je vous parlerai du comportement alimentaire. Donc, comment déjà comprendre la sélectivité d'un enfant, un enfant qui refuse de manger, voire même qui exprime du dégoût, de la peur par rapport à l'aliment, et comment gérer, aider cet enfant et lui apprendre à manger de tout ou pas d'ailleurs. Voilà, donc ce sera le dernier Facebook Live de l'année scolaire. Il y aura une pause en juillet et août et nous nous retrouverons à la rentrée de septembre. Ce sera un Facebook Live sur le thème de l'école à la maison. Voilà pour les grandes dates des prochains ateliers de scolaire. Voilà. Eh bien, donc, nous revenons sur notre sujet. Dans cette première partie, j'ai beaucoup parlé de la jalousie, du fait que la jalousie est une émotion, un sentiment qui vient d'un immense besoin d'amour et d'être rassuré, d'être sécurisé par rapport à cet amour. Je vous ai proposé plusieurs exercices de prise de conscience et plusieurs images pour mieux comprendre ce que c'est que la jalousie. Et maintenant, je vais vous proposer différents outils pour pouvoir accompagner les enfants quand ils ont ce sentiment de jalousie et surtout accompagner les comportements liés à ce sentiment. Alors la première chose que je vous invite à faire, que je répète, je crois, dans chacun de mes Facebook Live, c'est d'accueillir ce sentiment, d'accueillir cette émotion. Comme je vous le disais en début de conférence, la jalousie est un sentiment, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur de nous. On ne peut pas décider d'avoir une émotion. Je ne peux pas me dire, tiens, là, j'ai envie d'être triste, alors je vais me sentir triste pendant 5 minutes et puis ensuite, je vais décider d'avoir une autre émotion. L'émotion, elle vient à nous, elle est à l'intérieur de nous, elle monte à l'intérieur de nous et elle se fait corps, elle vient à l'intérieur de notre corps, elle se vit dans notre corps. La jalousie, c'est pareil. Elle vient s'imprimer dans notre corps. On peut la ressentir dans le fond de ses tripes, le ventre qui se serre, la gorge qui se noue, la respiration qui se fait plus rapide, plus saccadée, le cœur qui bat plus fort. Voilà, l'émotion, elle est là, elle est à l'intérieur de nous. Et maintenant, c'est ce qu'on va en faire après qu'on peut décider, en conscience ou pas. Souvent, les comportements sont plus impulsifs et non volontaires. Et c'est là qu'on peut travailler justement pour rendre nos comportements volontaires et non impulsifs. Mais comme ce sentiment est là, qu'il est présent, la première chose qu'on peut faire en tant que parent, c'est déjà accueillir cette émotion. Oh là là, j'ai l'impression que c'est difficile pour toi de voir quand je fais un câlin à ton frère. J'ai l'impression que tu te sens très très mal à l'intérieur de toi et peut-être que tu ressens de la jalousie. Alors attention quand on verbalise ce sentiment, comme c'est un sentiment mal aimé, il est souvent employé pour dire que on a un mauvais garçon, une mauvaise fille quand on se sent jaloux. Donc parfois les enfants ont associé le terme jalousie à quelque chose de tu es une mauvaise personne quand. Donc parfois verbaliser cette émotion peut être extrêmement difficile à vivre pour l'enfant et plus perturbant qu'autre chose. Et donc rester selon ce que vous connaissez de votre enfant, restez parfois juste sur le thème de oh là là, j'ai l'impression que c'est difficile quand tu vois que je fais un câlin, ou que je m'occupe, ou que je change la couche, ou que j'allaite, ou que je donne mes biberons, etc. Sans verbaliser l'émotion telle qu'elle. Ou peut-être parler juste d'une émotion de tristesse ou de peur, la peur de perdre l'amour de maman. Je vérifie les commentaires au fur et à mesure. Je n'en vois pas, j'espère que tout fonctionne.
Euh, Voilà, donc dans un premier temps, accueillir l'émotion. Accueillir l'émotion, ça peut prendre 30 secondes chez certains enfants, ça peut prendre une demi-heure chez d'autres. Il ne faut pas hésiter à aller vers ce terrain glissant. Parfois, quand on accueille l'émotion de l'enfant, on a l'impression que on marche sur des œufs et que ça peut être extrêmement compliqué parce qu'effectivement, l'enfant peut en profiter pour vider son sac et il a bien raison. Mais en tant que parent, ça peut être difficile d'accueillir un sac aussi lourd qui se vide d'un seul coup, d'autant que les termes qu'il peut employer peuvent ne pas être adaptés et peuvent être blessants pour vous ou pour l'autre enfant. Euh, donc, vous pouvez évidemment rediriger le discours en disant écoute, quand tu dis ça comme ça, moi je peux pas l'entendre. En revanche, c'est beaucoup plus confortable pour moi si tu disais que tu supportes pas tel comportement tel ou tel frère ou que tu te sens vraiment dépassé, démuni, triste quand tu vois telle ou telle chose. Ça c'est plus acceptable pour moi et ça je peux l'entendre. Euh, voilà, donc accueillez l'émotion de l'enfant, venez en empathie vers l'émotion de l'enfant et venez verbaliser aussi le besoin sous-jacent à l'émotion de l'enfant. Ce besoin, c'est souvent un besoin de sécurité, d'être rassuré par rapport à l'amour et un immense besoin d'amour du parent. Ça peut être aussi un besoin de considération et parfois aussi un besoin de respect. Voilà, à voir en fonction de votre enfant, de la situation, et puis de vous verbaliser ces différentes hypothèses, et puis vous voyez ce qui accroche chez lui ou pas. Et peut-être que ce sera encore tout à fait autre chose. Chaque enfant est unique. Accueillir l'émotion, rediriger le comportement. Taper, c'est interdit. J'entends que quand il fait ça, c'était insupportable, mais j'aimerais vraiment qu'on trouve une autre solution que de taper. Tu peux le dire avec les mots, tu peux venir me chercher, tu peux repousser la main, effectivement, quand l'autre enfant est en train d'agresser, on va pas rester passif à attendre, puis juste à dire non, non, je veux pas. Là, on peut effectivement se défendre, mais pas se défendre en rendant la violence. La violence n'engendre que de la violence et ne sert strictement à rien. Mais en revanche, se protéger, se défendre en évitant les coups et en les stoppant, ça oui. Voilà, donc accueillir les sentiments, rediriger les comportements dans un premier temps. Dans un deuxième temps, alors j'aime beaucoup cette image qui a été proposée par les vidéastes, qui s'appelle La parentalité pas à pas, où il propose l'image du Doliprane et de l'antibiotique. Quand on observe un comportement inadapté de l'enfant, on va d'abord mettre l'effet Doliprane, c'est ce dont je viens de vous parler. Donc c'est comme quand on a une angine, d'abord on prend le Doliprane en traitement d'urgence pour pouvoir calmer le symptôme, donc en l'occurrence de calmer le comportement inadapté de l'enfant. Donc pour moi l'effet Doliprane, c'est l'empathie, accueillir l'émotion et rediriger le comportement. Et l'effet antibiotique, c'est quand on a pris le temps d'aller chez le médecin pour essayer de comprendre les causes de notre mal de gorge et du coup mettre en place quelque chose qui va résoudre le problème d'origine, la cause du symptôme. Et bien là, c'est pareil. Allons résoudre le problème à l'origine. Donc, si vous avez identifié chez votre enfant un besoin d'amour et un besoin d'être rassuré par rapport à votre amour, eh bien, venez offrir des antibiotiques à vos enfants. Alors, quels antibiotiques on peut proposer pour remplir ce qu'Isabelle Filiosa appelle le réservoir d'amour. Plus ce réservoir d'amour est plein, mieux l'enfant se porte et mieux il se comporte. Donc, comment remplir ce réservoir d'amour? Et bien d'abord avec des temps d'exclusivité, pour reprendre le terme de la discipline positive de Jane Nelson, c'est tout simplement tout simplement. Dans la théorie, c'est très simple. Dans la pratique, ça l'est pas toujours. C'est prendre un temps exclusif pour un enfant. Ça peut être un temps tout simple, juste on se planifie 10 minutes par jour, on met le minuteur et pendant ces 10 minutes, je n'ai ce temps que pour toi. Ça peut être un moment où le bébé dort, où les petits frères et sœurs sont déjà couchés, un moment où papa ou maman peut gérer les autres enfants pendant que moi je m'occupe de cet enfant-là. Voilà, à vous de voir dans le quotidien comment c'est réalisable. 10 minutes par jour, ça peut être compliqué, surtout quand il y a le rush des devoirs, quand il y a beaucoup d'enfants qui ont des devoirs à faire, du bain, du machin. Enfin, donc si 10 minutes par jour, ça n'est pas possible, ne vous mettez pas la rate au courbouillon et proposez autre chose. Ça peut être 30 minutes dans le week-end, ça peut être une demi-journée, une fois par mois.
voilà, voyez ce qui est confortable pour vous, pour votre famille. Et je vous invite vraiment à le planifier parce que quand on est plein d'entrain, on se dit ouais génial, je vais faire ça, ça va être génial et tout. Puis en fait, les mois passent et on se rend compte que on l'a fait une fois puis on a oublié de le refaire. Donc n'hésitez pas à le replanifier. Ça fait un peu scolaire, voire on a un peu l'impression d'être en mode ambiance bureau, mais ça aide à, à ne pas oublier, quoi, à ne pas repartir dans la routine du quotidien. Et ces temps d'exclusivité, ça peut être un moment tout simple de jeu de société, de discussion informelle ou des super moments avec des souvenirs mémorables de partir dans une structure de jeu, de partir faire une grande balade en forêt, d'aller faire une partie de foot. Voilà, quelque chose que votre enfant aime et que vous aussi vous aimez. Surtout, ayez du plaisir pendant ces moments-là, parce que si vous allez faire un truc qui vous casse les pieds, clairement, ça n'allez pas avoir la plus-value que vous recherchez. Alors, ces temps d'exclusivité sont beaucoup plus difficiles quand on a un nouveau-né. Ça, c'est réalisable quand les enfants sont tous un peu grands et qu'on peut se séparer facilement du reste de la fratrie. Quand on a un nouveau-né, se séparer d'un nouveau-né, moi, ça me fait mal au cœur. Donc, c'est vrai que dans ces moments-là, c'est particulièrement compliqué. Alors, le papa peut peut-être prendre en charge ces temps d'exclusivité. C'est peut-être plus facile pour lui de se séparer du nouveau-né que la maman qui est dans une partie de la vie de l'enfant qui est quand même très, très, très particulière. Et après, voilà, il y a les temps de sommeil de l'enfant où ça peut être possible. Souvent, les enfants, quand le bébé dort, c'est pas les moments où ils ont envie de voir leurs parents. Ce qu'Isabelle Filesa raconte par rapport à ce porte-avions, hein, c'est que c'est au moment où ils sentent que le parent n'est pas disponible que là, ils ont envie de venir se raccrocher à leur porte-avions. Puis quand ils voient que le porte-avions est bien disponible, ben, en fait, ils sont rassurés. Leur besoin de sécurité étant satisfait, ils n'ont pas besoin à ce moment-là d'un temps d'exclusivité. Donc, dans le cadre de la maison, parfois c'est un peu difficile au moment où le bébé dort et que nous on se dit chouette, j'ai un moment disponible, je vais pouvoir aller voir les grands frères et sœurs et leur proposer de jouer. À ce moment-là, non, non, c'est bon, je suis tranquille, je suis bien, j'ai pas besoin de toi à ce moment-là, ce qui peut être très frustrant pour soi. Donc là, vous voyez comment en termes d'organisation, vous pouvez faire pour que ce soit le plus confortable pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Vous n'êtes pas très bavard ce soir. Voilà pour le deuxième outil que je voulais vous proposer. Le troisième, c'est sur la manière de parler l'amour, quand vous avez identifié un besoin d'amour chez votre enfant. Comment parler d'amour? Gary Chapman en parle très très bien dans son ouvrage Les 5 langages de l'amour. Il a identifié 5 manières de dire son amour à son enfant. Il y a parmi ces 5 langages les mots, les paroles valorisantes, je t'aime tout simplement, et puis toutes les paroles où vous valorisez les actions de l'enfant. Oh là là, j'ai vu qu'aujourd'hui tu as fait ça et vraiment j'en étais très touchée, tu peux être vraiment fière de toi. Il y a les gestes tendres, les massages, les câlins. Il y a comment il appelle ça, les services rendus. Voilà, aider un enfant dans une tâche dont il n'a pas particulièrement besoin d'aide, mais à ce moment-là, il sollicite votre aide, non pas parce qu'il ne sait pas faire, mais juste parce qu'en fait, il a besoin de votre temps de présence à ce moment-là. Les cadeaux, le cadeau gratuit qui veut juste dire je t'aime très très fort mon chéri. Alors ça peut être un cadeau tout simple, hein, vous dessinez, vous faites un joli dessin que vous offrez, vous trouvez un caillou ou une jolie feuille que vous offrez. Et le dernier qui m'échappe, il m'en échappe toujours un. Alors je vous ai dit les paroles valorisantes. Alors, si l'un d'entre vous retrouve le cinquième, les paroles valorisantes et les moments de qualité. Voilà le cinquième. Les moments de qualité. C'est ce dont je viens de vous parler longuement sur les temps d'exclusivité. Voilà pour les 5 langages de l'amour. J'ai fait un autre Facebook Live sur ce thème-là en décembre. N'hésitez pas à aller le revoir, soit sur Facebook en allant sur la page de l'Accolade, soit sur YouTube en allant en tapant Ségolène Hart. Vous retrouvez cette vidéo qui dure une quarantaine de minutes où je détaille les 5 langages de l'amour, ou alors lisez tout simplement l'ouvrage de Gary Chapman. Un autre outil, c'est d'éviter l'écueil de la comparaison. Voilà, cette manière. Mettez-vous à la place de cet enfant. Imaginons que vous êtes un de mes enfants et que je viens de vous dire oh, t'as vu Jean comme il est bien habillé, ça fait plaisir de voir comme il sait s'habiller. Il a mis un joli pantalon, une jolie chemise, ça fait vraiment plaisir à voir. Hein. Tu sais, tu pourrais faire pareil peut-être. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Ou alors, voilà, Jean, il a reçu un super bulletin scolaire, c'est génial. Tu devrais lui demander comment il fait pour avoir de si bons résultats. Voilà, cette manière de comparer, elle est
spontanée chez beaucoup de parents parce qu'en fait, on a le désir de montrer à l'enfant quel est le comportement attendu et on a l'espoir que l'enfant puisse imiter ces comportements valorisés. Et on ne voit pas en fait le côté, le revers de la médaille qui est que en fait l'enfant il se sent terriblement dévalué, dévalorisé, voire même il se sent à l'intérieur de lui nul, mauvais, et que ça lui donne un énorme sentiment de jalousie vis-à-vis de ce frère si brillant, si extraordinaire. Donc, éviter la comparaison. Et pour éviter la comparaison, il y a un outil tout simple qui est juste de décrire les actions de chacun. On se contente de décrire ce qui se passe chez chacun sans essayer d'aller faire la comparaison. Quand vous trouvez que votre enfant a eu un mauvais bulletin scolaire, ça peut être juste de décrire en disant voilà, tes résultats ne sont pas ceux que tu attendais, tes résultats sont de telle ou telle note, en décrivant tout simplement, voilà, tu as une 9 sur 20 à cet interro-là. Vous accueillez ces sentiments, tu te sens frustré, déçu, triste, en colère peut-être, et puis vous voyez ensemble quelle solution vous pouvez amener. Alors, cet exemple n'est pas très parlant par rapport à la jalousie, mais d'une manière générale, vraiment, c'est même pas de l'antibiotique, c'est la prescription à vie sur méfiez-vous de la comparaison. Oui, votre intention est bonne. Oui, vous voulez en fait valoriser les comportements que vous attendez et que vous espérez que votre enfant adopte. Méfiez-vous parce que c'est pas les résultats que vous allez obtenir. Donc attention aux écueils de la comparaison. Et un deuxième écueil auquel il faut être vigilant, c'est sur l'égalité. Voilà, en tant que parent, on aimerait pouvoir donner la même chose à tout le monde. Et donc, donner le même nombre de crêpes à chaque enfant pour que chaque enfant ait la même chose et qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de jalousie parce que tout le monde a eu la même chose. Quand un enfant nous dit « Oui, est-ce que tu m'aimes plus que mes frères et sœurs ?» Mais évidemment, je vous aime tous pareil. Parce qu'en répondant ça, on se dit « On va éviter la jalousie. » Ils ont tous eu la même chose. On a acheté un nouveau vélo à un enfant et du coup pour qu'ils aient tous pareil, on va acheter une gourde qui va sur le vélo de l'autre enfant pour être sûr que tout le monde a quelque chose. Voilà. Sauf qu'en faisant cela, en fait, d'abord on incite les enfants à sans arrêt se comparer et à exiger d'avoir la même chose. Or, ça n'est pas possible. Chaque enfant a des besoins uniques, chaque enfant a des besoins particuliers et on ne peut pas on ne peut pas faire la même chose pour tout le monde. Cet enfant à qui vous avez offert un vélo, il en avait besoin à ce moment-là. Il n'avait plus de vélo à sa taille, il avait besoin d'un nouveau vélo. Et offrir autre chose à l'autre enfant, c'est lui faire croire que on avait gâté le premier et qu'on culpabilise d'avoir gâté le premier. Alors que dire à l'autre enfant, ouais, j'entends que ce soit frustrant pour toi parce que toi aujourd'hui tu reçois rien, c'est accueillir son émotion et c'est aussi lui donner une garantie que le jour où lui, il aura un besoin particulier, on répondra à ce besoin-là et qu'on répondra à chacun des besoins. Et pour l'histoire des crêpes, on va répondre aux besoins d'alimentation de chaque enfant. Ok, tu veux une autre crêpe parce que ton frère en a eu une de plus, mais est-ce que tu as encore faim? Si tu as encore faim, pas de problème, tu auras une autre crêpe. Mais si tu n'as plus faim, je ne vois pas la nécessité qu'il y en ait une de plus. Est-ce que toi, maintenant, tu as encore faim? Voilà. Je réfléchissais. Bonsoir Laura Céline. Je réfléchissais, j'avais d'autres choses à vous dire. Il y avait une image qui circulait sur Facebook que je trouve remarquable. Je vous la mettrai dans les commentaires de la vidéo quand le Facebook Live sera terminé, où on voit un papa, un grand frère et un petit frère qui veulent regarder un match de baseball et qui sont derrière une palissade et donc ils ne voient pas. Du coup, ils ont mis des tabourets pour pouvoir voir, des marchepieds, et pour être égal et donc avoir un sentiment de justice entre chaque, ils ont chacun un tabouret. Ce qui fait que le papa dépasse complètement la palissade, le grand garçon voit ce qui est la palissade et puis le tout petit, il voit toujours rien derrière la palissade. Et ça, c'est quand on veut répondre de manière égale entre chacun. En fait, le mieux, en l'occurrence, c'est de répondre de manière équitable. Tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est de parler en termes d'équité, c'est-à-dire de répondre aux besoins spécifiques de chacun. Et donc, au moment de la distribution des tabourets, on va donner 2 tabourets au tout petit, 1 tabouret au moyen et 0 tabouret au papa. Et donc, au moment de la distribution des tabourets, peut-être que, des marchepieds, peut-être que le papa va se sentir extrêmement frustré et déçu, sauf que quand ils arrivent devant la palissade, là, ça fait sens. Et là, ils vont vraiment comprendre que la personne qui leur a distribué les tabourets était vraiment là pour répondre à leurs besoins
Et donc ça, pour faire sens, ça s'explicite. Alors, est-ce que l'aîné peut comprendre, quand on a un nouveau-né, le temps qu'on passe à s'occuper de lui? Alors déjà, tout va dépendre de l'âge de l'aîné. Un aîné d'un an et demi n'a pas les mêmes capacités cognitives et affectives qu'un aîné de 7 ans, et on va pouvoir verbaliser de la même manière. Et ce qu'on peut comprendre, même pour un enfant de 7 ans, ce qu'on peut comprendre au niveau intellectuel, on peut ne pas le comprendre au niveau affectif. Et il y a une très très grande différence entre je sais et j'intègre. Je sais sur un plan intellectuel des tas de choses, mais que j'ai pas forcément intégré à l'intérieur de moi. Et ça, l'aîné, selon son âge, il peut effectivement comprendre que vous allez devoir passer beaucoup de temps avec ce nouveau-né, mais il va pas forcément l'intégrer, l'accepter à l'intérieur de lui. Et donc, ça va continuer à engendrer de la jalousie parce que c'est trop dur pour lui. C'est trop inentendable, c'est trop inacceptable. Et donc là, le seul levier que vous avez, c'est l'empathie. Venir vraiment accueillir cette difficulté pour lui à entendre cette différence dans le temps passé pour le nouveau-né. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Morgane. Eh bien voilà, j'ai en fait fini tout ce que je voulais vous dire par rapport aux différents outils. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je vais vous parler un peu de la bibliographie que je peux vous proposer par rapport à ce thème. Donc il vous reste quelques minutes pour poser vos dernières questions. Morgane, n'hésitez pas si ma réponse ne vous a pas satisfaite à me le dire par commentaire. Alors, au niveau de la bibliographie adulte, moi je n'ai qu'un seul ouvrage à proposer par rapport à la fratrie. C'est celui de Faber et Maslich qui s'appelle Frères et sœurs sans rivalité. J'ai qu'un seul ouvrage parce que c'est le seul qui me parle vraiment complètement. Il y en a plein d'autres qui sont parfois remarquables, mais celui-là c'est vraiment celui qui est le plus parlant à mes yeux, à moi. Il parle beaucoup de la rivalité. C'est le thème. C'est cet ouvrage-là dont je me suis appuyée pour parler des écueils de la comparaison et de l'égalité versus l'équité. Je trouve qu'il est extrêmement bien écrit, il est très agréable à lire, très facile à lire, et puis il évite tous les écueils de la culpabilité que d'autres ouvrages peuvent avoir. Et pour les enfants, adressés aux enfants, j'avais noté un seul ouvrage en fait de tous ceux que j'ai pu consulter. Alors je peux pas vous le montrer, je l'ai pas avec moi. C'est celui qui s'appelle Gaston la licorne et la jalousie. Gaston la licorne, c'est toute une série de livres sur les émotions écrits par une sophrologue. Elle propose quelques exercices de sophrologie et il y en a un plus spécifiquement sur la jalousie qui est pas mal à mes yeux. Il y a un deuxième cahier d'activité pour les enfants de 5 à 12 ans qui s'appelle Frères et sœurs. Eh bien, je ne me souviens plus, j'ai pas noté le titre, mais c'est sur les frères et sœurs. C'est un cahier d'activité d'Isabelle Filesa sur les frères et sœurs, où elle parle beaucoup de ses sentiments de jalousie. Je trouve qu'il est très bien fait pour un aîné, que en revanche pour un aîné ou des aînés, en tout cas pour la relation entre l'aîné et les suivants, pour le plus grand et les suivants, sur la relation de jalousie entre le plus grand et les suivants, je trouve qu'il est très bien fait. En revanche, pour les sentiments dans l'autre sens, je trouve qu'il est moins adapté. Voilà. Et elle parle beaucoup, donc il faut quand même que vous le consultiez avant pour voir si c'est adapté à votre situation particulière, parce qu'elle part du postulat que l'aîné est jaloux du suivant et que c'est particulièrement difficile pour lui. Donc elle parle beaucoup de ce thème-là en particulier et pas de d'autres thèmes qui peuvent de d'autres émotions qui peuvent surgir chez l'enfant. Donc consultez-le avant de l'acheter pour voir si ça répond vraiment aux spécificités de votre enfant. Et bien voilà pour ce Facebook Live. Merci pour votre participation et je vous dis à très bientôt pour un prochain Facebook Live ou pour une prochaine conférence, un prochain atelier. N'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers en envoyant un mail sur ségolène@lacolade.org et puis à consulter le site internet pour avoir tous les détails de l'organisation et de ce que je propose à l'intérieur des ateliers sur lacolade.org. Merci pour vos commentaires et vos remerciements. Et puis, à très bientôt, j'espère. Au revoir.